Il y a deux types de changements. C'est-à-dire qu'il y a ce changement qui est le changement continu, puisque vous avez fait référence à 2 jours ou à Claude, c'est-à-dire à la psychodynamique du travail actuel, qui dit qu'au fond, le travail, c'est l'échec. Le travail se définit par l'échec. C'est une idée simple aujourd'hui qui est relativement admise. C'est-à-dire qu'en gros, si je respecte les prescriptions, la définition de ma méthode de travail, j'échoue. Je peux pas travailler, je peux pas y arriver. Donc je suis obligé d'inventer en permanence des solutions à ce qui me fait échec. Et les acteurs sont toujours très inventifs, ils sont toujours très très malins, très rusés. Mais ce qu'ils font, ça n'est pas licite puisque ça n'est pas dans les prescriptions. Donc ils sont obligés de masquer que réussissant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils le font? Parce que c'est pas licite ou parce qu'à un moment donné... Non, parce qu'ils ont une tension. On rentre dans les jeux de pouvoir. Ils ont une tension. Ils ont une tension pour essayer de dépasser l'échec. Une tension psychique. C'est difficile d'accepter d'être en situation d'échec d'une part, et puis c'est difficile dans une organisation de reconnaître qu'on est en situation d'échec. Il y a trop de risques, il y a trop d'enjeux. Vous pensez que les acteurs vivent ce sentiment d'échec? Si on les interroge, oui. Mais profondément. Ils disent toujours... Ah oui, mais ils le dépassent. Quand je dis l'échec est permanent, l'échec est continu, c'est que n'oublions pas que dans le travail réel, il y a d'énormes contraintes, d'énormes difficultés. Et cela, on n'en parle jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir, toujours écouter les gens, toujours les écouter profondément. Et quand on les écoute, ils disent leurs difficultés. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont des contraintes et qu'avec les contraintes, ils ne peuvent pas travailler. Donc ils sont obligés de bricoler, de bidouiller, de faire autrement. Mais s'ils font autrement ce qui n'est pas prévu dans les règles, il ne faut pas qu'ils le disent. Donc il y a un jeu. C'est-à-dire qu'ils transforment l'organisation réelle, mais l'organisation formelle, elle reste. Donc il y a un décalage. Donc on a un changement continu qui s'opère en permanence dans les organisations. Le processus de la co-construction ne porte pas sur ce changement-là. C'est dans le cas des changements volontaires. C'est-à-dire lorsque un acteur, un groupe d'acteurs décide, par rapport à une situation de problème, d'introduire un mouvement, un processus pour changer ou réduire le problème. C'est uniquement là. D'accord. Pourtant, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous montrez justement, vous parlez pratiquement de méthodes de détective pour essayer de comprendre quel est le véritable fonctionnement au sein de l'organisation, la place de chacun, ce que chacun a à gagner et à perdre dans le changement, et puis aussi comment il faut réussir à ce que chacun lâche prise avec sa compréhension de la réalité. Parce que vous montrez que dans l'institution, suivant les acteurs et suivant leur place, on a une représentation de la réalité, et c'est ça qui fait conflit. Et qu'il faut que vous réussissiez à comprendre et à dépasser et à faire dépasser chez chacun de ces acteurs. Pour que chacun puisse dépasser sa propre conception de la réalité comme conception vraie, il faut qu'il comprenne aussi les contraintes de l'autre. Tout à fait. Donc c'est effectivement cette difficulté, elle est là, entièrement là. C'est-à-dire, comment vais-je avouer à l'autre que j'ai des difficultés et des contraintes? Comment vais-je avouer? Donc c'est ça. Et là, on rencontre la question de la temporalité. C'est-à-dire, cela suppose des temps d'échange très longs, très importants. Donc on ne peut pas inscrire des changements de type co-constructiviste en 2-3 mois. Il y a la question de l'échec, mais aussi la question du bien-être d'une certaine manière. Parce qu'il y a aussi comment le changement va me faire changer mon poste ou ma manière de travailler. Et je risque de perdre un bien-être aussi. Il y a aussi cet enjeu-là. Ou que la notion de cacher l'échec? Ceux qui perdent leur bien-être, c'est ceux qui sont dans une position confortable et qui, a priori, n'ont pas intérêt au changement. Donc il faudra qu'ils découvrent quels intérêts ils peuvent trouver dans un autre changement, qui n'est pas forcément... Et ça, vous devez, vous aussi, les amener à comprendre ça, à accepter ça. Oui. Hervé. À vous entendre, là, sur la distinction travail prescrit, travail réel, et effectivement le jeu des acteurs pour être plutôt dans un travail réel, parce que le prescrit mènerait à l'échec, ce qui est assez entendu, quoi. Oui. Et je me disais, qu'est-ce que vous pensez des questions, des recommandations de bonne pratique? Est-ce que vous pensez que, en lame de fond, c'est une forme de travail prescrit sociétal supplémentaire, et donc il faudra les déjouer pour arriver à bien travailler, ou est-ce que ça peut avoir une autre forme? Ce qui est très compliqué, c'est que là, on se trouve devant un jeu
entre la position juridique et la position sociologique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire entre finalement la règle et le pouvoir, si je paraphrase le livre de Friedberg. L'organisation ne peut pas échapper à ce dilemme, à cette tension-là. Donc, à un moment donné, le juridique pointe quelque chose, mais c'est trop et trop vite d'un seul coup. Donc, du même coup, ça ne peut qu'amener cafouillage et difficultés. Et en même temps, sans règles, il n'y a pas non plus d'organisation. Donc, comment trouver l'équilibre? On est dans un juste milieu. Donc, peut-être que dans 50 ans, on verra évidemment ce que nous a amené la NESM et ce que nous a amené les recommandations. Mais c'est vrai que je déteste la formule bonne pratique. C'est quelque chose, bonne pratique, normes, tout ça, c'est quelque chose qui est choquant pour le sociologue.